Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans ce journal de la mi-journée, formalisation définitive de restitution des œuvres culturelles rendues à l'État béninois par les autorités françaises. L'acte de transfert de propriété a été signé aujourd'hui à Paris par les présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron à l'Élysée. Le Bénin a reçu la notation B+ pour le respect de ses engagements bilatéraux et multilatéraux. Que peut-on comprendre de ces distinctions et quels seront les enjeux sur l'économie béninoise? La quintessence dans ce journal et l'infiltration d'une taupe du FBI dans une mosquée était débattue hier à la Cour suprême des États-Unis. Ceci fait suite à la plainte de 3 personnes de confession musulmane qui accusent la police fédérale de les avoir mises sous surveillance après les attentats du 11 septembre 2001. Bienvenue à toutes et à tous. Les œuvres culturelles définitivement rendues à l'État béninois a été formalisée à travers la signature de l'acte de transfert de propriété aujourd'hui à Paris. Les présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron ainsi que le ministre de la Culture ont procédé à la signature de cet acte juridique à travers une cérémonie à l'Élysée. Elle marque ainsi la fin du long processus de restitution de ces 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey par la République de France à la République du Bénin. Il est à noter que demain mercredi 10 novembre, les biens culturels fouleront le sol béninois après 130 ans d'exil. Et pour marquer le retour au bercail de ces trésors royaux, une cérémonie solennelle d'accueil sera organisée à 16 h au palais de la Marina en présence du chef de l'État Patrice Talon, des membres du gouvernement et des présidents des institutions de l'État. Vous aurez plus de détails sur l'histoire de ces 26 trésors royaux du Bénin au cours de cette édition. À l'annonce de la restitution des 26 œuvres royales pillées lors de la colonisation par la France, Fortuné Sosa, président de l'Association des journalistes culturels du Bénin, donne son avis sur les enjeux et perspectives après cette restitution historique sur le plan culturel. Il est au micro de Stanislas Atadignon. Dans ce monde, il y a des forces qui se sont toujours affrontées depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il y a toujours eu la loi du plus fort et c'est ce qui montre que ces Européens, ces colonisateurs, ces Français, c'est ce qui leur a permis de nous déposséder de la manière la plus illégale, de la manière la plus inacceptable de ces trésors royaux-là. L'enjeu, c'est le tourisme, parce que le chef de l'État actuel a dit, après l'agriculture, pour lui, il mise sur le tourisme. C'est le second levier du développement du Bénin. Et des actes vont être concrétisés et le gouvernement va mettre en place une véritable machine pour drainer le tourisme vers ces œuvres-là. De toutes les façons, ces œuvres, les gens voyageaient jusqu'à Paris pour les voir. Les Européens allaient au musée du quai Branly, Jacques Chirac, pour les voir lorsqu'elles sont exposées, etc. Désormais, les gens feront le voyage vers le Bénin, le voyage vers la terre d'où ces œuvres sont parties pour les voir, pour les contempler. Et nous autres Béninois aussi, qui n'avions pas eu la chance et qui peut-être, les Béninois qui peut-être n'auraient jamais eu la chance de se rendre en France, de se rendre au musée du quai Branly, ils ont maintenant la chance de découvrir ces œuvres sur place, ici. Donc l'enjeu, c'est le tourisme, c'est de dynamiser ce tourisme-là, ce tourisme qui doit être un tourisme local d'abord et puis un tourisme international, c'est-à-dire un tourisme qui draine les locaux, les Béninois, les nationaux et puis qui draine également les Africains et les autres du monde, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc. Donc, le ministère en charge de la culture doit œuvrer à cela,
à ce qu'il y ait cette dynamique touristique véritablement et qui répond aux aspirations du chef de l'État actuel. Retour au Bénin où les cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui, après la revue au deuxième trimestre du plan de travail de l'année en cours, sont encore en conclave pour faire le bilan des travaux effectués en ces 3 derniers mois. Occasion pour le ministre de tutelle de rappeler le niveau d'exécution du PTA depuis sa mise en œuvre. On écoute Modeste Kérékou au micro de Carole Olaye. Cette revue répond à l'une des exigences de la réforme budgétaire qui précise une périodicité trimestrielle pour rendre compte de l'exécution de nos activités préalablement inscrites au plan de travail annuel. Il est donc de notre devoir de marquer chaque trimestre une pause pour analyser tous ensemble les performances réalisées par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés pour mieux accomplir la mission qui nous est assignée à la satisfaction de nos usagers clients. Loin donc d'être une simple formalité, la revue du plan de travail annuel du ministère au titre de l'exercice 2021 nous offre l'occasion de passer au peigne fin nos performances au titre du 3e trimestre, d'identifier les goulots d'étranglement et les points de contre-performance, puis de prendre de nouvelles résolutions pour l'atteinte de nos objectifs et performances, qu'elles soient individuelles ou collectives. Le Bénin a reçu la notation B+ pour le respect de ses engagements bilatéraux et multinationaux. Mais alors, que peut-on comprendre de cette distinction et quels seront les enjeux sur l'économie béninoise? Élément de réponse avec Stéphane Jérôme Toha et François Kossoukouton au micro de Samson Oké. Il faudrait voir dans cette notation 3 aspects. Il y a aspect engagement, aspect évolution des investissements et l'offre commerciale que le Bénin apporte pour soutenir son économie. Et au niveau de l'aspect engagement, le Bénin respecte ses engagements. C'est ce que la notation B+ signifie. La notation B+ dit que le Bénin respecte ses engagements aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Et par conséquent, la signature du Bénin est de plus en plus une signature recherchée. Donc le Bénin tient à ses engagements. L'autre aspect de la notation B+, c'est que le tissu industriel se renforce. C'est ce que cela également cela veut dire. Ça veut dire que de plus en plus, nous recevons de nouveaux investisseurs, de nouvelles implantations de structures, de sociétés, que ce soit des structures nationales ou des structures étrangères ou internationales. Et le troisième aspect que relate, que montre cette annotation, c'est que nous offrons de plus en plus un marché et un tissu économique prospère. Nous offrons une visibilité commerciale. Ça veut dire que c'est plus facile désormais de commercer, de commencer une activité et de prospérer dans l'activité au Bénin qu'ailleurs. Donc ces 3 aspects réunis prouvent la bonne santé financière, la bonne santé économique du pays. Pour l'économie béninoise, c'est à saluer parce que cela prouve d'ailleurs que les investissements massifs que nous avons enregistrés dans l'économie ces dernières années, du moins ces 5 dernières années, ont porté leurs fruits. En tout cas, de façon visible, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'investissements au niveau des infrastructures routières notamment. Donc ces investissements ont porté leurs fruits. C'est ce qui certainement a valu
l'évolution, n'est-ce pas, du Bénin en termes de notation internationale. Parce que c'est une reconnaissance internationale de mérite, ça ne dépend pas du gouvernement béninois, et donc c'est à saluer. Et notre présence aussi sur les marchés internationaux montre aussi que les sous qui ont été mobilisés ont été véritablement investis. Maintenant, en dehors, n'est-ce pas, des infrastructures que nous saluons, nous aurions souhaité désormais que les investissements soient orientés vers les réalisations productives pour l'économie. La restitution d'objets d'art, bien que volontaire, d'un État à un autre relève d'un processus très compliqué. Et c'est justement le cas avec les 26 trésors royaux retournés par la France au Bénin. Pour bien comprendre ces couloirs, suivez les explications de Claude Blanche-Maison, analyste politique et spécialiste des relations internationales. C'est très compliqué pour des raisons juridiques. Dans votre sujet, ça a été très bien expliqué, puisque lorsque ces objets sont inscrits dans les collections des musées nationaux, eh bien, ils deviennent patrimoine national. Par conséquent, pour les aliéner, il faut, pour les restituer, il faut une loi. Il faut que le Parlement français vote une loi parce qu'on les sortira du patrimoine national. Et puis, il y a évidemment les musées qui n'ont pas toujours très envie de se séparer de ce qu'ils ont avec eux, les conservateurs des musées qui ont travaillé sur ces objets, qui ont fait des recherches et qui sont évidemment désireux assez souvent de les conserver. Alors ça suppose une espèce de révolution intellectuelle avec l'idée d'une coopération portant sur ces objets, portant sur la mémoire des pays concernés. Toujours au volet France-Bénin, les 26 trésors royaux pillés par l'armée coloniale conservés jusqu'ici au musée de Quai Branly ont été officiellement restitués par un acte signé des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron à l'Élysée ce matin. Ce processus aura duré plus de 3 ans. Retour sur un plan de l'histoire avec les précisions de RT France. Elles ont été dérobées en 1892 lors de la mise à sac du palais d'Abomey au Bénin par les troupes coloniales françaises. 26 œuvres s'apprêtent à quitter le musée du Quai Branly devant lequel nous nous trouvons pour rejoindre leur terre natale. Cette restitution, c'est plus qu'une restitution. C'est tout un programme de coopération qui doit permettre de renforcer nos liens, de créer de nouvelles opportunités d'échange, de rencontres, de projets. Toute jeunesse a besoin de s'approprier l'histoire de son pays pour mieux bâtir son futur. Cette collection constitue une part indéniable de l'identité culturelle et cultuelle de notre pays. Emmanuel Macron posait un acte de justice mémorielle qui vous fait entrer dans l'histoire des relations de nos deux pays. Je vous remercie. Un retour au bercail promis par Emmanuel Macron et permis par une loi votée fin 2020. Et pour cause, les biens patrimoniaux conservés par les musées de France sont inaliénables et imprescriptibles. À l'origine de cette restitution, le rapport Savoie-Sarr du nom de 2 universitaires. Elles ont posé les jalons pour une restitution à l'Afrique d'œuvres d'art transférées pendant la colonisation. Qui aurait pu imaginer il y a 4 ans la restitution des pièces les plus prestigieuses, les plus belles, les plus connues du Bénin? Personne. Comme la chute du mur de Berlin, il y aura un avant et un après ce retour des œuvres pillées par l'armée française. Stéphane Martin, ancien directeur du musée du Quai Branly, a toujours refusé le terme de restitution. Il préfère parler de circulation, de partage. Un partage passant par des prêts, des dépôts et un certain nombre de transferts de propriété. D'après de nombreux experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises. 70 000 d'entre elles sont conservées au Quai Branly, dont 46 000 sont arrivées durant la période coloniale. Un travail de recherche a été entrepris par ce musée pour identifier dans ses collections les objets qui ont été acquis de manière, je cite, problématique. Cela consiste à faire un travail quasi exhaustif sur les 300 000 œuvres du musée pour identifier celles qui auraient été prises de manière violente sans le consentement des propriétaires, par des prises de guerre ou par des coercitions de l'administration coloniale. Des restitutions d'œuvres que certains marchands d'art, dont Bernard Dulon, qualifient de néocolonialisme. C'est une hypocrisie totale. On a pillé le continent africain depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. On continue de le faire et on voudrait nous faire croire qu'en rendant 3 masques et 4 fétiches, on va se dédouaner.
C'est un peu délicat. Je pense que la restitution est un problème uniquement politique, mis en avant par le gouvernement français qui peut encore résister à l'invasion chinoise en donnant quelques objets que les Chinois n'ont pas. Mais c'est très clairement du néocolonialisme. Quoi qu'il en soit, ces 26 œuvres béninoises devraient être accueillies par le Musée international de la mémoire à Ouidah, certainement les premières de plusieurs autres. De la France cap aux États-Unis où l'infiltration d'une taupe du FBI dans une mosquée était débattue hier à la Cour suprême. Ceci fait suite à la plainte de 3 personnes de confession musulmane qui accusent la police fédérale de les avoir mis sous surveillance après les attentats du 11 septembre 2001. Suivez. L'affaire débute entre 2006 et 2007 lorsqu'un agent du FBI infiltre une mosquée en Californie. Sa mission ? Récolter le maximum d'informations sur les fidèles, voire même enregistrer des conversations. Et puis la mission va encore plus loin lorsqu'il tente d'inciter à la violence en parlant notamment d'attentats à la bombe et en se montrant insistant en tenant des propos radicaux. Sauf que cette attitude suscite l'inquiétude de certains fidèles qui décident alors d'avertir les autorités. Conséquence, cet agent jette l'éponge et rend public son statut d'informateur pour le FBI. Dès lors, 3 fidèles déposent plainte contre l'agence de renseignement pour atteinte à la liberté religieuse et discrimination. Ils estiment que leur mosquée a été ciblée sans raison valable. Et c'est ainsi que cette affaire californienne va devenir une affaire emblématique aux États-Unis. Le ministère de la Justice se défend de toute discrimination en expliquant avoir des raisons objectives de lancer des investigations au sein de cette mosquée. Mais les autorités se réfugient derrière le secret d'État afin de ne pas communiquer ces éléments. Cela fait donc des années qu'une bataille juridique se joue sur cette notion de secret d'État. Une procédure résumée par l'avocat de ces plaignants avec ces interrogations. Est-ce que les gens que je représente vont un jour pouvoir faire valoir leurs droits ? Les tribunaux sont-ils ouverts pour protéger les libertés religieuses de cette communauté où le gouvernement peut-il fermer la porte dès qu'il invoque le fait d'agir pour la sécurité nationale ? Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles va devoir se pencher la Cour suprême des États-Unis, l'autorité judiciaire américaine qui va donc devoir statuer sur la recevabilité des poursuites contre le FBI. Et si c'est le cas, alors une audience pourrait se tenir dans un tribunal fédéral aux États-Unis. La décision de la Cour suprême sur cette affaire est attendue pour le mois de juin 2022. En Palestine, le logiciel espion israélien Pegasus utilisé contre les Palestiniens a été détecté sur les téléphones de 6 militants d'ONG palestiniens. Les écoutes auraient débuté en juillet 2020, donnant accès aux données des téléphones et à l'ensemble des communications en temps réel. Peu après cette découverte en octobre, les autorités israéliennes ont classé ces différentes organisations comme terroristes. Écoutez. En tant qu'institution ciblée, nous exprimons nos craintes et notre inquiétude quant à l'existence d'un lien entre la découverte du piratage des institutions et la récente désignation de 6 institutions palestiniennes par les autorités d'occupation israéliennes comme organisations terroristes, car cette désignation a coïncidé avec la découverte de l'opération d'espionnage. Dans le cadre de mon travail, je communique avec des diplomates, des ambassades étrangères, des défenseurs des droits de l'homme en Palestine et à l'étranger, des militants de la société palestinienne qui sont tous en danger. Les autorités israéliennes disent que nous sommes des organisations terroristes pour qu'ils puissent commettre n'importe quelles atrocités contre nous pour pouvoir se justifier. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.